C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. Nous allons maintenant continuer avec l'Algérie et le Mali. On va parler de ces tensions entre les deux voisins et chercher à voir quelle issue possible et à faire. On parlera du Togo, toujours avec mes deux invités, Yao Eklonoukounou et Dominique Lacmont. L'Algérie a exprimé sa consternation lundi dernier après le rappel des ambassadeurs à Alger du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui l'ont accusé d'avoir abattu un drone en territoire malien et rappelé ces ambassadeurs donc dans ces pays en différé leur arrivée, annonçant aussi la fermeture de l'espace aérien avec le Mali. Mais quelles sont donc les raisons de cette crise profonde? Il faut dire dans un premier temps que c'est le Mali qui a accusé Alger d'avoir abattu un drone non loin de la frontière entre les deux pays, mais en territoire malien. Ce que dément l'Algérie qui dit que le drone, qui ne nie pas d'avoir abattu le drone, mais que le drone aurait violé donc l'espace aérien malien, l'espace aérien algérien. Il faut dire quand même que c'est un drone militaire dont le coût dépasse les 30 millions d'euros, un drone de surveillance et de reconnaissance, mais au-delà de cette affaire, le malaise, les malentendus entre les deux pays ont des ramifications plus lointaines. D'abord, dans un premier temps, Dominique Lacmont, qui faut-il finalement croire? D'un côté, le Mali dit notre drone a été abattu par l'Algérie en territoire malien. L'Algérie dit non, nous avons bien abattu un drone, mais il a violé notre espace aérien. Entre les deux, qui faut-il croire ici? Ben, vous avez chuté dans votre introduction par la réponse, c'est-à-dire là où vous avez chuté, on va trouver la réponse à votre question dans ça. Vous avez dit qu'il y a l'origine de ces accusations, une ramification très lointaine. C'est cette ramification-là qu'il faut chercher. Pourquoi Algérie et Mali se tiennent les têtes aujourd'hui? Parce que il y a eu ce problème de rébellion du Nord, des accords de l'Alger que le pouvoir de Bamako ne veut plus respecter, et ça a créé un problème de rupture diplomatique. Vous savez que aujourd'hui, entre-temps, c'est les rebelles qui menaçaient le pouvoir de Bamako résidaient en territoire algérien. Après, quand Imam Dicko a fui, c'est en Algérie qu'il s'est exilé et envoyé des missiles au pouvoir de Bamako. Et tout ça aujourd'hui, c'est comme l'a dit Kounou dans la première intervention, quel est l'intérêt de nos deux États de tirer l'un sur l'autre? Où est l'africanité? L'africanité a disparu. Où est l'intégration africaine que nous appelons tant? Parce que les 7 territoires qu'on nous a délimités, c'est les gens qui nous ont délimité ça. L'Afrique n'a pas de limites territoriales. Et aujourd'hui, nous sommes là à se battre entre nous pour les intérêts lointains. Et vous avez vu, à travers cet effet, l'Algérie qui avait des acquaintances également avec la France, une fois que le drone malien a été abattu, je vais revenir à votre question, c'est pas que je suis en train de l'oublier, mais c'est à ce moment que la France cherche ce rapprochement avec l'Algérie pour nouer des tensions. Ça veut dire que c'est pour se dire, à mon ami, nous avons qu'un seul ennemi, donc aujourd'hui il ne sert à rien de s'entretuer entre nous, faisons front pour avoir l'ennemi, et l'ennemi commun là c'est le Mali. Et vous voyez, la question est, est-ce qu'il y a une drone qui a été abattue, oui ou non? C'est ça la question. Moi, je ne sais pas sur quel territoire il faut être que l'avion a été abattu, mais est-ce qu'il y a eu destruction de drone? Bien sûr, c'est confirmé, le drone a été abattu. L'Algérie reconnaît avoir abattu le drone malien. Non, pas, mais un drone quand même, il reconnaît avoir abattu, mais ça veut dire qu'il y a eu une absence de communication, absence de renseignement. Mais peut-être si cette diplomatie, il y avait ce transfert de renseignements, même en voulant utiliser les drones pour des renseignements territoriaux, le pays voisin devait être mis en contribution, on ne devait pas être à ce niveau. D'accord? Moi, je ne veux pas rester dans les accusations. C'est il faut que chacun de ces États puisse prendre de la hauteur. Nous sommes tous des Africains. Hein. Il ne fallait pas que, à cause des intérêts égoïstes ou des intérêts des autres puissances, que nous, entre Africains, on puisse s'entretuer. Vous voyez? Pourquoi? L'Algérie, même, est-ce que le drone
en violant le territoire algérien, même si c'est en termes de violation du territoire, est-ce qu'on aurait commis un crime sur son territoire? C'est juste des renseignements. Mais pourquoi l'Algérie ne veut pas ça? C'est parce que l'Algérie regorge et puis bien sert de base arrière à des terroristes qui veulent menacer. Alors que c'est ce que l'Algérie oublie. L'Algérie est le berceau du terrorisme en Afrique. Aujourd'hui, au moment où l'Algérie en souffrait du terrorisme, tous les pays ont contribué pour arriver à cette accalmie. Aujourd'hui, l'Algérie doit aussi cette reconnaissance aux pays voisins pour lutter contre le terrorisme. Personne ne peut souhaiter cela. Et aujourd'hui, quand ils pensent qu'en hébergeant les terroristes sur son sol, qui fait des entraînements et des préparations pour venir attaquer le Mali, mais on dit en Afrique, quand la cage de tes voisins brûle et que tu te contentes, aujourd'hui, un jour, ça va revenir contre toi. Ce pouvoir-là, je pense qu'un jour, quand le régime algérien actuel qui héberge ces rebelles et ces terroristes qui font du mal aux Maliens, un jour, ce pouvoir va changer et puis c'est les mêmes terroristes-là qui vont retourner contre un nouveau régime et ce seront des Algériens qui vont en pâtir dans cette situation-là. Je pense que chaque pays et chaque État doit prendre de la responsabilité et de la hauteur pour qu'ensemble on lutte contre ce phénomène. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, Yaounoukono, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Écoutez, monsieur Samuel, vous savez, vous connaissez ma position. Nos pétistes, nous avons la loi, parce que moi, ces militaires à la tête de ces trois pays-là, pour moi, c'est des hors-la-loi, des gens qui piétinent la constitution de leur pays, des gens qui se comportent en violeurs des droits humains. Moi, pour moi, ce sont des hors-la-loi. Ces pétistes-là, ils vont à une vitesse vertigineuse. Bon, maintenant, là-dedans, et je trouve toujours tout ça là pathétique, parce que vous savez, quand nous prenons globalement notre continent africain, et nous avons des armées dans notre Afrique grâce aux Occidentaux. Justement. Oui, grâce aux Occidentaux, que ce soit les poutistes, ou que ce soit qui que ce soit, on a quoi? On n'a rien. On n'a rien sans les Occidentaux. Tout ce que nous disons avoir comme armement, technique militaire, renseignement, tout ça là. N'empêche, non, oui, je viens. Non, vous achetez avec l'argent, la machine qui frappe l'argent. Nous sommes capables de fabriquer cette machine qui produit l'argent. Alors donc, ce n'est pas oui. Alors si nous les achetons, alors faisons un bon usage, un usage à bon escient. Faisons usage à bon escient. Alors maintenant que ces petits, c'est hors la loi, ils vont se prosterner à l'homme de la Russie. Et donc, et ayant le soutien de l'homme de la Russie, ils se prennent pour des tout puissants, ils jouent au manteau, etc. Ils vont à une vitesse vertigineuse. Non, il faut qu'ils se ressaisissent, il faut qu'ils fassent bas la terre, il faut qu'ils reviennent en eux. Maintenant, vous savez, l'Algérie, il n'y a pas que l'Algérie. Et ouvrons les yeux. Je vais vous dire, monsieur Samuel, même tout le Maghreb, vous pensez que le Maghreb considère nous de l'Afrique noire? Je vous ai dit. Non, on n'a pas besoin de leur considération. Moi, je ne vais pas aller sur ce débat. On en a besoin. Non, on n'existe pas parce que le Maghreb existe. Oui, mais on n'a pas besoin de ces considérations. Revenons dans le débat. Ici, la question était claire. Il y a un drone abattu. Je ne sais pas. L'Algérie dit il y a eu un franchissement de notre espace aérien. Je vais même citer cette phrase donc du ministère de la Défense. Il dit vers minuit, à proximité de la ville frontalière de Tinzaouaten, un drone de reconnaissance armé ayant pénétré notre espace aérien. Il ne s'agit pas de la première violation par un drone malien. De l'autre côté du Mali, on estime que l'épave du drone a été retrouvée à 9,5 km au sud de la frontière. Donc, de part et d'autre, le récit des faits n'est pas le même. Oui, c'est là ma question. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne vous demande pas de juger ceux qui sont au pouvoir et tout. Sur le cas de l'espèce. Mais d'accord, monsieur Samuel, comment parler de cas de l'espèce sans faire face à la réalité? La réalité, c'est le drone qui a été abattu. Oui, la réalité, c'est le fait que nous débattons. Oui, mais justement, et c'est ce dont je parle. Je suis dans le débat, je suis dans le sujet. Et comme pour vous dire que s'il y avait cette question de considération, lorsque l'Algérie prétend que le drone aurait violé son espace,
Mais attends un moment, c'est pas la voie diplomatique qu'il faudrait interpeller son voisin, l'interpeller et demander à ce qu'il y ait des clarifications qui soient faites. Pourquoi est-ce que le drone, etc., s'il y avait de la considération, s'il y avait... Mais quand il n'y a pas ça, mais écoutez, c'est-à-dire qu'on réagit comme si... vous voulez quoi, monsieur Samuel? Arrêtons de nous mentir, de nous tromper. Arrêtons de nous tromper. Alors maintenant, si, tel que l'a dit le militaire, le ministère de la Défense algérien, que ce n'est pas la première fois. Bon, maintenant, si effectivement ce n'est pas la première fois et que des interpellations avaient toujours été lancées, quelles dispositions en amont avaient été prises, en toute considération pour prévenir à ce qu'il n'y ait pas de répétition? Quelles dispositions? Alors donc, monsieur Samuel, n'empêchez pas que l'on dise les choses de façon directe telles qu'elles sont. Donc il n'y a pas de considération. Vous voyez, et jamais vous n'allez entendre aucun pays du Maghreb se prononcer contre l'Algérie, etc. Non, jamais. Alors, rendez-nous à l'évidence. On va parler aussi parce qu'on parle d'Algérie, mais l'Algérie n'est pas non plus en bon voisinage avec ses autres voisins du Maghreb. On va en parler tout à l'heure. Est-ce que ici, vous pensez par exemple que, parce que le Mali le dit ouvertement, que l'Algérie est un soutien aux terroristes et que le drone était en reconnaissance et ciblait des positions terroristes, et donc certains estiment que l'Algérie voulait protéger des terroristes qui ont trouvé refuge sur son territoire. C'est pour ça qu'elle a abattu le drone. Non, mais tout le monde le sait que depuis un moment, les rebelles, même que ce soit les rébellions qui menacent le pouvoir de Bamako, résident en territoire algérien. D'accord? Et même les terroristes également. Aujourd'hui, le problème n'est pas est-ce que il y a eu violation de zone ou pas. C'est-à-dire que il peut y avoir violation de l'espace aérien. De l'espace aérien. Une fois que le drone a été abattu, ça dépend de quelle manière on a envoyé le missile pour l'abattre. Il ne va pas tomber là où on l'a abattu, il peut tomber ailleurs. Donc c'est pour moi, je ne veux pas rentrer dans cette manière de voir qui a raison, qui a tort, mais qu'est-ce qu'il fallait faire, c'est ça. Justement, ça veut dire qu'il n'y a pas de bon voisinage. S'il y avait un bon voisinage, on aurait pu éviter tout cela en voulant faire une inspection. Normalement, la lutte contre le terrorisme n'est pas un seul pays. C'est l'affaire de tout le monde. Voilà. C'est l'affaire il faut une collaboration entre États. Et ça montre qu'il n'y a pas de coopération militaire entre les deux pays. Il n'y a pas de coopération militaire. Parce que je rappelle qu'il y a près de 1500 km de frontières entre le Mali et l'Algérie. Bien sûr, il n'y a pas de coopération militaire et obligé, chacun fait ce qu'il veut. Et sinon, je ne pense pas que l'Algérie devait aller jusqu'à battre le drone malien. Ça, vraiment, il a passé à l'extrême. Et ça veut dire c'est un abus de force, ça, pour dire que je suis plus fort que vous. C'est pour dire que l'armée malienne n'en vaut pas quelque chose devant ce qu'il... Parce que battre le drone d'un pays que vous avez estimé de 30 millions d'euros, c'est énormément. C'est énormément de fou que le Mali perd en perdant ce drone-là. Et l'Algérie devait mesurer l'ampleur de ce qui doit causer à l'autre. Mais c'est vrai, nous sommes des Africains, il peut y avoir cet échange, ces malentendus, mais quand il s'agit des questions de vie, mais il faut qu'on s'attelle et on passe cette culture patriotique. Nous sommes tous Africains. C'est pourquoi je voulais renchérir un peu. C'est vrai que tu viens de dire que l'Algérie n'est pas en accord vraiment avec ses voisins, mais il faut reconnaître que ces pays-là ont une manière de voir les autres, ses voisins d'à côté. Je ne veux pas rentrer je veux pas dans ce débat. Mais c'est pour... Oui, si on veut rester une réalité. C'est ça la conséquence. Sur la question, comme tu ne veux pas qu'on explique les questions d'ordre social, c'est parce que tout part de là aussi. Si les gens se considèrent supérieurs, ils considèrent les autres comme des sous-hommes, c'est ce qui ça se matérialise dans d'autres relations, et notamment la coopération militaire. Mais je pense que, comme tu l'as dit dans notre audition, la racine du problème, c'est que c'est les accords algériens que le pouvoir de Bamako, avec l'arrivée du push à la tête du Mali, s'est retiré de ces accords. L'Algérie s'est vue frustrée. Donc, c'est comme ça, en voulant aussi faire mal à l'autre, il faut héberger les ennemis pour venir lui faire du mal. Et le Mali même sait constamment que j'ai les ennemis sur ce sol-là. Mais dans tous les cas,
il faut qu'on arrête cela et qu'on aille vers le concret. Le concret, c'est que le terrorisme ne fait pas du bien à un pays. Vous savez, comme on l'a dit, le Burkina de Blaise Compaoré hébergeait les terroristes. Blaise Compaoré pensait qu'il était, le Burkina était un pays de paix au moment où les terroristes faisaient leurs aveux au Blaise Compaoré. Mais Blaise Compaoré, de loin, il voit son Burkina aujourd'hui. Mais ça veut dire que cette affaire de terrorisme, c'est un couteau à double tranchant. Et que l'Algérie, en pensant faire des allégeances avec les terroristes, il ne pense pas qu'un jour, son pouvoir aussi peut être renversé et les terroristes vont faire face à un autre régime qui va s'installer et c'est d'autres Algériens qui vont subir. Alors, si vous me permettez, avant votre question, M. Samuel, lorsque moi j'entends le drone, 30 millions d'euros, mais au même moment, je vois parfois dans les rues des Maliens qui sont affamés, qui n'ont même pas 1000 francs par jour, et qui sont dans les rues, en train de danser avec un drapeau russe, en train de crier, etc. Moi, ça m'attriste. Mais la situation sécuritaire ici, en moyen de renseignement, de surveillance. Ce contrat d'Alger, ça a favorisé quoi? Ça a permis quoi? Oui, cet accord d'Alger, ça a favorisé quoi? Allons à l'essentiel, que de toujours vouloir réfléchir, forcing même d'une force que nous n'avons pas. Ça, la Russie, pour qui ils vont se poster. Est-ce qu'ils auraient quelque chose? Non, elle est train de nous vendre des illusions. Je le disais tantôt, l'Algérie semble aussi être dans la provocation avec beaucoup de ses voisins. Je ne parle pas que du Mali, mais vous avez aussi avec le Maroc, ça ne va pas. Avec la Tunisie, ça ne va pas. Un peu avec la Libye, mais on sait que la Libye est aussi un pays en déconfiture. Est-ce que le Maroc se sent le Superman de la région? Bon, vous savez, entre les Maghrébins, d'abord, ce sont des gens qui sont dans une autre posture, dans une autre logique, hein, et en même temps, je ne sais pas si vous voulez faire un rapport avec cet événement. Hein, non, ce que je veux dire, c'est qu'avec ses voisins immédiats, le Maroc n'est pas en bonne relation. Dans l'Algérie. L'Algérie, pardon, n'est pas en bonne relation. Oui. C'est pas que le Mali, il y a le Maroc de ce côté, il y a la Tunisie de l'autre. Oui, il y a des enjeux, il y a des choses qui se jouent. Ils savent ce qui crée les malentendus entre eux et ce qui fait. Bon, je ne vais pas dire que c'est un combat de leadership. Non, pas forcément, mais il y a des enjeux d'intérêt, etc., qui font que il y a de ces mésententes là, mais il les gère d'une manière à ne pas être, ou bien à ne pas aboutir à des conflits ouverts, à ne pas aboutir à des conflits ouverts, mais c'est des malentendus qui se gèrent sur le plan diplomatique. Voilà, qui se gèrent sur le plan diplomatique et pour lesquels, par moment, ils trouvent des solutions, même si c'est des solutions quand même qui ne soient pas de longue durée, mais quand même, par moment, ils arrivent à s'en sortir avec des accords, des ententes, pour ne pas tout filocher ce bloc-là, ce bloc impact qu'ils forment comme Maghreb dans cette Afrique. Oui, mais ta question, elle est bien fondée. Vous savez que l'Algérie a des problèmes avec le Maroc sur le Sahara occidental. Ouais. Et la reconnaissance, vous avez vu, je ne sais pas si on va appeler la reconnaissance, la vue de Macron sur le Sahara occidental a fait que le torchon est resté très dur, a brûlé entre la France et l'Algérie. Et dans cette zone, vous ne savez pas, la France est bien avec la Tunisie, est bien avec le pouvoir de Tunis. Ça veut dire que pour l'Algérie, lorsque l'ennemi de ton ennemi, c'est ton ennemi. Donc, si la France fait allégeance avec le Maroc, ami avec la Tunisie, et que la France a pu soutient le Maroc dans la guerre sur le territoire Polisario, ça veut dire que c'est normal que ces pays-là soient aussi de mauvais en accord avec l'Algérie. C'est ça, c'est le Sahara occidental qui les oppose. Il n'y a rien que... Il n'y a pas que ça, sinon. C'est ce territoire, l'Algérie réclame sa reconnaissance, la paternité du territoire, mais le Maroc aussi tient dur. Donc, c'est suite à ça, maintenant, que l'Algérie se voit un peu
de temps en temps écarté par rapport à la position de chacun dans la zone. Voilà, c'est tout ça. Sinon, et ça date. Et maintenant, avec le Mali aujourd'hui, quelles sont les issues possibles? Parce que on ne peut pas envisager un conflit armé entre les deux pays. C'est David contre Goliath. Oui, c'est ça. C'est pourquoi je dis que notre Afrique, nous, quand je prends l'Afrique peine à réfléchir, à trouver des vraies solutions. Le terrorisme n'est pas une affaire militaire, en fait. C'est une affaire de conscience, une affaire de dialogue. Si nous tous, en tant qu'Africains, nous mettons ensemble pour lutter contre le terrorisme, en un rien de temps, ça va prendre fin. Puisque le terrorisme, là, il faut que les gens là trouvent leur territoire. Mais ils doivent s'installer, ils doivent s'armer, ils doivent se nourrir. Et sur tous ces réseaux-là, on arrive à éliminer tous ces réseaux, il n'y aura plus de terrorisme. Quels sont ceux-là qui les fournissent en armes? On a parlé de drones. Le Mali ne fabrique pas des drones, c'est des drones importés. Et ça fait que ces gens-là qui nous vendent ces moyens-là, ils reviennent d'une autre manière pour allumer l'attention, pour que vous allez chercher les gros moyens chez eux. Donc c'est nous en Afrique. L'Afrique est devenue un théâtre de commerce illégal en fait. C'est ce commerce-là illégal, mais qui appauvrit l'Afrique, mais les autres qui sont derrière s'enrichissent. Voilà un pays comme le Mali où les gens n'ont même pas à manger. On parle des drones de 30 millions d'euros. Ce n'est pas le Mali seul. La plupart des pays africains utilisent ces drones-là. Mais pourquoi? Pour aller quoi? Est-ce que ce terrorisme même là qu'on essaie qui menace nos États là, mais ce ne sont pas des Blancs, ce sont des Africains. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est là la question. Pourquoi c'est les Africains? Mais les drones là sont achetés pour tuer qui? C'est les Africains. Il n'y a pas de blancs dans les groupes terroristes. C'est rare de trouver un blanc terroriste. Mais ils sont animés par qui? Par ceux-là. Voilà, ça dit que nous, il y a quelque chose qui nous manque. Et cette chose-là, nous devons la chercher pour lutter efficacement contre le terrorisme. Pour renchérir, M. Samuel, vous savez, mon frère Dominique Lacouban, vous savez, nous les Africains, il est temps d'ouvrir les yeux pour nous dire la vérité en face à face. Nous divagons, nous naviguons en vue. Nous voulons nous glorifier d'une beauté non construite. Nous n'avons pas construit une beauté, mais on veut se glorifier de ça. Il n'y a qu'un groupe, un groupe d'individus qui s'adonnent à cela. Et ça nous embourbe. Ça nous fait tourner en rond dans la stérilité. Non, c'est dommage. Alors donc cette prise de conscience là qui nous échappe, ça fait que nous allons toujours tourner en rond. Et ces trois pays du Sahel, ces trois pays de l'AES, parce que oui, elle a fait allégeance à la Russie, et la Russie qui ne peut que leur fournir que des armements. Avec ça, ils vont à une vitesse vertigineuse, voulant jouer au King Kong, etc. Bon, ma foi, lorsque nous allons je ne sais pas de quoi vous les accusez. Non, mais bien sûr, nous devions toujours dans une lutte contre le terrorisme. On a un territoire qui est occupé par des groupes on essaie de lutter, c'est vrai. Reconquérir le territoire aujourd'hui. Vous savez, moi, je ne voulais même pas rentrer dans les trucs des régimes concernant, mais je me suis attelé à analyser les faits. Mais il y a une chose aussi qu'il faut reconnaître quand le frère nous dit, ça dit que quand vous êtes vous êtes ensemble, pour qu'il y ait un bon voisinage, chacun de nous doit adopter certaines postures. D'accord? Si vous êtes dans une posture de vouloir faire le boss, le plus intelligent, et vous pouvoir tout faire, c'est ça. Donc ça fait de l'Algérie. Mais je veux parler, c'est ce qui parle des pays de la Est-ce qu'ils ont fait ça? C'est vrai qu'ils sont en train d'entreprendre des actions vis-à-vis vouloir tout faire du bien, mais il leur manque un peu de management. Ils n'ont pas la diplomatie là. Le bon voisinage compte en fait. Il manque de subtilité. Mais si je fais le lien avec le cas que nous discutons, c'est pas le Mali qui a bâti un drone. Non, mais vous savez, reconnaissons que nous en Afrique là, nous sommes que des faibles en fait. Nous n'avons pas les moyens pour livrer une guerre contre un pays occidental ou bien un pays européen. L'Afrique ne cherche pas à le faire. Mais non, l'Afrique ne cherche pas à le faire. Oui, mais Monsieur Samuel. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on dit le Mali, le Burkina et le Niger a fait quitter la France, ça dit que c'est par quoi, par quel moyen?
C'est pour dire qu'on a une autre puissance derrière. On peut renvoyer la France. On peut prendre on peut prendre nos responsabilités par. Attendez, ils ont demandé aux militaires français de partir. Donc, ils n'ont pas demandé aux Français qui sont dans le pays. Non, c'est ce que j'ai dit. Ils sont militaires grâce à la France. Ils sont militaires grâce à la France, il faut le préciser. Nous disons que la diplomatie a manqué, le management. Oui. Vous pouvez faire partir les gens d'une autre manière. Ils ont été très maladroits. Ce n'est pas. Ils ont été très maladroits. Parfois, je donne l'exemple de mon pays, le Togo. Vous voyez le management qui mène à la tête du pays. C'est pas cela, il ne veut pas dire que nous on est bien avec la France, ou bien on est bien avec les États-Unis, ou bien la Russie. Mais un pays, c'est un pays. Mais quand vous dirigez, mettez la diplomatie. Quand vous passez tout par les revers de la main, comme si vous étiez le Messie, vous étiez la personne plus forte. Mais notre dans France, je ne veux pas qu'on ouvre un procès contre les pays de l'AES. Non, c'est pas un procès, Si on a un autre thème qui se prête à ça, on va le faire. Mais le thème d'aujourd'hui ne se prête pas à ça. Nous analysons les relations entre l'Algérie et le Mali, avec l'affaire qui a créé cette tension entre ces deux pays. Alors revenons maintenant. Quelle issue? Est-ce qu'il faut que l'Union africaine intervienne pour que ces deux pays s'asseyent et discutent? On n'a même pas d'une intervention. Il faut que l'un d'autre reconnaisse. Je pense qu'il faut que, pourquoi pas, mais il faut reconnaître que quand on parle des accords d'Alger, mais même si en refutant ces accords, on pouvait passer autrement pour négocier avec l'autre pouvoir. Parce que quand vous êtes venu retrouver quelque chose, ne vous faites pas comme si ce que les autres ont fait là, c'est du faux, c'est pas une bonne chose. Quand vous bafouez ça, vous rendez les gens plus radicaux. Vous avez et vous avez évoqué l'Union africaine. Alors donc, monsieur Samuel, vous savez, moi je veux vous dire la vérité. En Afrique, nos institutions ne répondent que de non. C'est l'Union africaine est inexistante. L'Union africaine, CEDEAO, nos institutions en Afrique ne répondent que de non. Parce que ces institutions ne sont pas animées par des hommes de capacité, par des hommes de responsabilité, non. Voilà. Nos institutions ne font que figuration, ils n'existent que de nom. Vous avez vu généralement en Guinée-Bissau une délégation de la CEDEAO, vous avez vu comment elle a été refoulée. On dit une institution. Donc, nos institutions ne répondent que de non. Ils n'ont pas cette puissance-là. Les hommes qui les animent n'ont pas cette capacité. C'est des façades. Alors donc, quand les institutions sont des façades, ça ne m'étonne pas également, comme vous voyez. Je vais vous dire, si vous me permettez, pour citer, l'Union africaine est là. Mais regardez comment, au Soudan, les Soudanais, ayant les armes grâce aux Occidentaux, parce que les têtes ne sont pas capables de fabriquer les armes nous-mêmes, ayant les armes grâce aux Occidentaux, regarde comment ils se massacrent. L'Union africaine est où? Même en RDC, l'Union africaine est où? Qui pour taper du poing sur la table? Il n'y en a pas, parce que nous ne faisons que figuration, nous ne faisons que façade. On va passer au dernier sujet, il nous reste une vingtaine de minutes. On va passer au dernier sujet, c'est le Togo. On évoque la fin du recensement électoral dans la zone 1. La date des élections communales n'est pas encore connue, mais les préparatifs sont lancés avec la révision des listes électorales. Le processus de révision a pris fin jeudi dans la zone 1 après une prorogation d'une journée sur décision de la Commission électorale nationale indépendante. Malgré cette prorogation, ce n'est pas vraiment le satisfecit du côté des acteurs politiques qui ont pointé de nombreux dysfonctionnements dans cette première partie du pays. Yaounoukoun, est-ce que vous avez suivi un peu le processus? On a l'impression que c'est la même chansonnette à chaque révision de liste électorale. Non, excellence, monsieur Samuel, vous savez, d'abord, permettez-moi de déplorer quelque chose que je veux déplorer, et que c'est cet acharnement, cet harcèlement que nous avons eu écho, que nous avons appris contre un journaliste. Le journaliste, il faut que les gens prennent conscience, les gens, même les gens qui animent des structures, des institutions, dans un domaine bien précis, il faut que, je veux aussi élever la voix haut et fort, que les gens entendent et qu'ils comprennent dans leur tête que les médias, le monde des médias, les journalistes incarnent un pouvoir, et c'est le 4e pouvoir. Et nous avons hérité tout ça des Occidentaux.
Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors donc, faisons l'effort de nous y conformer, de l'assimiler. Regardez ce que représentent les médias en Occident. Les journalistes, surtout les journalistes d'investigation, les journalistes, regardez ce qu'ils incarnent, ce qu'ils représentent pour le pays. Alors donc, si en Afrique, nous allons toujours continuer, pas nous divertir, pas nous éloigner, et pas nous comporter de cette manière-là, mais sachant que nous ne pouvons pas avancer. Alors donc les médias, les journalistes incarnent un pouvoir, et c'est le 4e pouvoir. Il faut que les têtes qui manquent de saisir, de comprendre cela, arrivent en pleine conscience, et comprendre que les journalistes, leur travail, c'est les investigations. Leur travail, c'est d'aller aux informations. Alors donc un journaliste qui veut aller aux informations, qui veut prendre les renseignements, c'est son travail, c'est son droit. Voilà, c'est son droit, ce sont ses prérogatives. Et le journaliste incarne le pouvoir. Même le président de la CENI n'incarne pas le pouvoir. Voilà. Le président de la CENI est nommé, il lui a assigné une mission. Alors que le monde des médias incarne un pouvoir, c'est le 4e pouvoir. Alors donc, je voudrais aussi saisir cette occasion pour condamner cet harcèlement contre un journaliste qui, dans l'exercice de sa fonction... On parlait du journaliste Albert Agbeko, qui a été conduit au niveau de Tchédie. On n'a vraiment pas compris parce que une révision électorale est un exercice public et quand c'est public, on n'a pas besoin de vous présenter quoi que ce soit pour prendre des images. Bon, je n'ai pas vraiment le fond de l'affaire, mais nous pensons, et comme vous le dites, on se joint à nous pour dénoncer cet acte attentatoire à la liberté de presse qui n'est pas, qui doit être totalement proscrite. Et je pense que le président de la République même a fait de la liberté en général, la liberté de presse, un principe cardinal, et il faut que ce principe soit disséminé dans l'opinion, que l'on laisse les journalistes faire leur travail en toute sérénité sur la terre de nos aïeux. Ceci dit, on va revenir maintenant au fond. Oui. Est-ce que vous avez suivi un peu, quand vous écoutez un peu les récriminations des uns et des autres, dysfonctionnement, ceci, cela, comme je le disais, c'est un peu le même refrain à chaque recensement. Monsieur Samuel, moi, ma question que je me pose est que l'organe CENI, les responsables de la CENI, avec ce démembrement, les CENI, quelle mission exacte leur sont toujours confiées? Quel agenda? Quel canevas? Quel est l'objectif de cette mission-là? Est-ce que c'est des missions qui doivent être accomplies à la satisfaction des citoyens? Parce que quoi qu'il en soit, monsieur Samuel, que vous soyez sénateur, député, maire, c'est pas la faveur des citoyens lambda. C'est pas la faveur du peuple. Si vous êtes quoi que ce soit, vous portez quel titre que ce soit, c'est grâce à ce citoyen lambda là qui n'a même pas 1000 francs pour manger quotidiennement, c'est grâce à lui. Parce que c'est vers ces citoyens que vous allez pour implorer le suffrage, pour les implorer de voter pour vous. Alors donc, ce minimum de respect ne peut pas être accordé aux citoyens, mais c'est grave. Là, ça veut dire que nous ne savons pas où est-ce que nous allons. Alors bon, ceci dit, ça veut dire que quelque processus que ce soit, à l'endroit du peuple, à l'endroit des citoyens, il faut quand même que cela se fasse dans des normes, dans les normes à la satisfaction des citoyens. Alors donc, pour ce faire, si la CENI elle-même revient pour dire qu'il y a une prorogation, de 24 heures, donc ça veut dire que, et en amont, quelles sont les mesures qui avaient été, quelles sont les dispositions? Et ça veut dire que nous manquons toujours du professionnalisme. Nous manquons toujours de l'efficacité. Parce que comme moi je tourne encore mes regards un peu vers les Occidentaux de qui nous copions, de qui nous avons tout ça, et quand je vois comment ils font leurs choses, et qu'ils font leurs choses, et tout ce que moi j'assiste, je vis quotidiennement tout le temps, dans nos réalités ici, je n'en vois pas. Mais je me demande, mais est-ce que les Occidentaux ont 2, 3, 4 têtes? Et nous, c'est parce que nous avons une seule tête, c'est pourquoi nous manquons de faire les choses avec élégance, avec beauté, avec appréciation. Non, vivement, c'est une interpellation et qui doit nous pousser pour aller vers une prise de conscience pour assumer nos responsabilités. De manière à ce que, M. Samuel, quoi que nous choisissons de faire, il faut que nous arrivions à cette prise de conscience de faire les choses de façon bien, à la satisfaction des citoyens. Bon, c'est vrai qu'aucune œuvre n'est parfaite, mais quand même, il faut quand même que, dans un certain pourcentage, que les actions et les missions soient accomplies de manière appréciable. Alors, à chaque fois qu'il y a révision des listes électorales, je le dis, c'est la même
chansonnette, dysfonctionnement des machines, il y a telle chose qui ne répond pas, il y a telle chose qui ne répond pas, on est obligé toujours d'ajouter une journée pour permettre aux gens de se rattraper. Pour beaucoup, parfois c'est fait à dessein. Non, pourquoi c'est fait à dessein? Moi, d'abord, avant de répondre à la question, vous avez parlé d'un journaliste qui a été harcelé au cours de son exercice dans la phase de recensement. Je pense que, oui, en dehors des condamnations, il faut également reconnaître que aussi chaque métier a son éthique et sa déontologie. C'est une institution qui organise le recensement. Et quand, en tant que journaliste, il faut être mandaté. Il faut être mandaté pour faire la couverture. Si vous voulez faire la couverture du recensement, je pense que il y a des voies qu'il faut emprunter pour avoir cette couverture. C'est pas parce que, bon, on a dit, j'ai entendu dans votre intervention, parce que vous avez dit c'est une activité publique, mais qui est coordonnée par une institution. Est-ce que le monsieur qui allait faire le travail, on n'a pas tous les détails, avait l'aval de cette institution? D'accord. Donc c'est vrai que toute violence est à prohiber, mais il faut que certains journalistes aussi savent vraiment faire leur métier, comme l'a décrit nous, on veut être professionnels, soyons professionnels en appliquant l'éthique et la déontologie du métier qui nous incarne. Maintenant, par rapport aux dysfonctionnements, mais personne ne peut prédire, on ne peut pas faire à dessein. Quand on dit, c'est comme si le responsable de la CENI savait qu'il y a tel appareil qui ne fonctionne pas, que je vais envoyer dans telle zone. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a des zones ciblées pour envoyer des machines qui ne fonctionnent pas? Donc le dysfonctionnement est lié à plusieurs paramètres. Nous sommes dans des pays où nous avons pas mal de problèmes. Il y a les milieux diffèrent l'un de l'autre. Peut-être les branchements, les technicités et tout ça. Ça sont des pannes qui arrivent, même vous pouvez vous préparer n'importe comment. Mais ça fait des décennies que nous organisons de telles opérations. Ce sont des appareils. Est-ce qu'il ne faille pas maintenant tirer expérience et puis... Donc, le dysfonctionnement... La même chose, c'est tout le temps. Oui, c'est tout le temps. Mais, on va se demander à corriger, à prendre des mesures, mais c'est des choses qu'on ne peut jamais dire qu'on va éviter à 100%. D'accord? Donc, par rapport au constat fait, je pense que moi, j'ai constaté une influence vraiment très importante et ça me réjouit que les Togolais ont compris maintenant l'utilité de cette carte et surtout dans le nouvel régime que notre pays incarne maintenant. Je peux parler de régime parlementaire, c'est-à-dire la 5e République, où la démocratie est désormais à la base, c'est-à-dire que ce n'est plus hasardeux de choisir quelqu'un, un conseiller régional, un conseiller municipal. Ça veut dire que aujourd'hui nos cartes là nous doivent être plus chères que la carte d'identité. C'est parce que nous devons mandater des gens et que pour mandater quelqu'un qui doit porter qui doit vous représenter jusqu'à dans des grandes institutions, ça veut dire que la carte elle est précieuse et j'ai vu que les Togolais ont compris la nécessité de cette carte dans la 5e République. C'est pourquoi on a constaté cette influence un peu partout. Les gens étaient à pied d'œuvre d'obtenir cette carte. Je pense que c'est une bonne chose et que c'est mon souhait, c'est que si la CENI a constaté qu'il y a des Togolais qui n'ont pas eu cette carte, qui désirent l'avoir et qu'il y a des mesures qu'on peut prendre pour les permettre d'avoir cette carte, c'est la doléance qu'on peut lancer à la CENI de trouver certaines mesures, même si la phase 2 qui commence dans la région septentrionale, qui après cette phase, même s'il y en a des gens au niveau de la zone 1 qui désirent l'avoir, qu'on prenne certaines mesures pour que chaque Togolais ou Togolaise puisse avoir cette carte, parce que c'est une carte très précieuse. Ils devaient mandater, les élections municipales ne seront pas comme des élections par le passé, où on peut prendre n'importe quel conseiller, parce que vous prenez un conseiller, c'est lui qui va aller élire les sénateurs, qui vont prendre la décision d'élire le président de la République. Donc, vous n'allez pas conférer votre mandat à quelqu'un avec qui vous ne croyez pas en lui. Donc, c'est les élections municipales maintenant dans la nouvelle République, ces élections-là nous sont très chères et ça serait des gens avec qui nous comptons sur eux que nous devons mettre devant et je pense que c'est pourquoi
pourquoi ces Togolais-là et ces Togolaises s'acharnent sur cette carte. Et la CENI doit entendre s'il y a des Togolais et Togolaises qui le désirent, qu'on prenne des mesures pour les satisfaire. Alors, après la prorogation d'une journée, le pasteur Edo Komi, que vous connaissez très bien, il a dit cette journée était nécessaire, mais sans doute pas suffisante. Et c'est le même refrain chez la plupart des partis d'opposition qui, il faut le dire, ont presque tous appelé leurs militants à aller se faire enrôler aujourd'hui. De leur côté aussi, on a aussi l'impression que c'est les mêmes accusations qu'on porte, dysfonctionnement, ceci, cela. On fait une prorogation, on dit bon, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Monsieur Samuel, moi je ne vais pas prêter des intentions contre la CENI ou bien contre à l'endroit de qui que ce soit. Je préfère ne pas aller sur ce terrain-là. Moi je vais plutôt m'atteler sur le terrain technique professionnel. Alors ce terrain technique professionnel m'incombe de dire que ce n'est pas une première fois que nous adonnons à cet exercice. Alors si de façon plurielle et nous adonnons à cet exercice-là et jamais nous ne pouvons pas aller d'amélioration en amélioration, d'aller dans la prévoyance, etc. Et que c'est toujours les mêmes refrains, c'est toujours les mêmes situations, c'est toujours, moi je trouve dommage. Peut-être que il faut vraiment revoir copie par rapport à ce qu'on désigne d'occuper la tête de la CENI ou de CELI et à ceux qui sont en charge de mener de telles opérations. Il faut revoir au mieux pour nous éviter ces mêmes refrains, pour nous éviter ces mêmes retours, ces mêmes situations à chaque fois, mais jusqu'à quand? Moi, c'est ce qui me préoccupe, moi. Moi, je veux, mon aspiration, mon attente, c'est pour une fois dans mon pays, arriver à cette réalité comme quoi on a mené telle opération, telle action qui a été vraiment appréciable, qui a été bien conduite, et les mêmes refrains qu'on a toujours eu, on en a fait une rupture, on a fini avec ça. Mais tant que ça serait toujours la même chose, donc ça veut dire que c'est le professionnalisme, la technicité qui est manquante, qui échappe, qu'il n'y en a pas. Alors, donc il faut revoir copie par rapport à ceux à qui on confie ces genres de missions. La semaine prochaine, on passera en zone 2 et puis la zone 3 va suivre jusqu'au 23 avril. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir le même feuilleton? Non, je pense que au fur et à mesure que l'opération se déroule, la CENI comprend et va prendre des dispositions pour éviter certaines ça, quand il y a des dysfonctionnements, ça sert en même temps des expériences à tenir compte. Donc je pense que la CENI va travailler, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Vous voyez les dysfonctionnements, je sais pas, ce n'est pas la tête des personnes qui crée les dysfonctionnements. Ce n'est pas que les gens n'arrivent pas à réfléchir. Je ne suis pas en train de protéger la CENI, mais monsieur Samuel, la technologie aujourd'hui, nous l'utilisons, mais ça peut, vous pouvez avoir un appareil de haute gamme que vous comptez sur ça, et à l'heure du tout, ça va vous lâcher. Non, faut pas trouver d'excuses. Non, ce n'est pas d'excuses. Je ne peux pas imputer ça à une tête, à la tête d'une personne, parce que l'appareil que j'utilise tout de suite vient de s'éteindre, vraiment m'amener un faux appareil. La question de responsabilité. C'est la personne qui allait acheter, la responsabilité, elle combat la structure qui est en charge. Il y a une question de responsabilité. Je rappelle, c'est quand même des appareils testés. Il y a une question de responsabilité. Alors donc la responsabilité. Vous savez, il y a tout ce phénomène qui est lié le transport, c'est-à-dire la traçabilité des choses. C'est toujours en Afrique qu'il faut toujours ça là. Non, nous avons ça. Imaginez, nous avons des routes qui ne sont pas aussi adaptées. On transporte les appareils dans les véhicules. Il y a beaucoup de ce genre de trucs qui peuvent, des risques environnementaux qui peuvent entacher le fonctionnement. On parle de la zone 1. On ne peut pas imputer directement aux responsables. Donc je pense qu'ils vont tenir compte pour que ces genres de dysfonctionnements puisse être évité. Et c'est pourquoi j'ai dit, ça veut dire que la zone 1 a servi d'expérience. Et il était nécessairement, si le temps permet, que les gens sont en train de chercher, je pense que si la CENI constate qu'il y a des gens, des Togolais dans la zone 1 qui n'ont pas eu leur carte, peut-être une opération, une mesure peut être prise après,
après la fin des opérations. Et je pense que ils vont tout faire pour que cette opération puisse réussir. Et les Togolais entendent cette carte que j'ai déjà dit qu'elle est précieuse. Et la CENI dépend des mesures pour satisfaire tous les Togolais. Mais au-delà de ça, j'annonçais aussi tantôt le fait que la classe politique, dans sa globalité, a appelé les citoyens à aller s'enrôler. On n'a pas eu d'appel au boycott. C'est une bonne chose? Écoutez, monsieur Samuel, moi je ne vais pas m'atteler sur les tergiversations de la classe politique, surtout celle de l'opposition. Moi je ne vais pas m'atteler sur leurs tergiversations, leurs divagations. Vous comprenez. Alors donc, c'est-à-dire que... Mais le fait qu'ils ont appelé l'ensemble de la population... Le fait qu'ils aient appelé l'ensemble de la population, moi je ne me fie pas leur bon vouloir. Tantôt, c'est parler de boycott, tantôt, c'est de faire passer des messages, des langages au sein du peuple, puis tantôt, etc. Est-ce que leur bon vouloir, ce bon vouloir dans l'incohérence, dans la divagation, etc., dans l'errance, moi, ça m'importe peu. Voilà. Alors donc, ce qui m'importe, sérieusement, c'est que ceux qui sont en charge de conduire les processus, qu'ils s'assurent du professionnalisme, de la technicité, du bon résultat. Voilà, c'est ce qui m'importe. Et maintenant, je crois que les Togolais, il faut qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités également. Parce qu'en tant que citoyen, c'est un devoir. C'est une obligation, vous comprenez, c'est un devoir, c'est une obligation, parce que les choix que vous, les citoyens lambda, vous faites, ce sont ces choix qui impactent non seulement sur vous, mais sur le pays. Alors donc, au lieu que, et je crois que s'il y a une grande responsabilité aussi qui incombe à nous de la société civile. Mais malheureusement, vous savez, nous, la société civile, nous n'avons pas les moyens de nos actions. Nous n'avons pas les moyens de nos actions parce que au moins nos actions doivent pouvoir aider les citoyens lambda à ne pas demeurer otages du bon vouloir des acteurs politiques, de leur tergiversation, de leur divagation, etc. Au bon vouloir, tantôt quand ils découragent les citoyens à s'inscrire dans des processus, et c'est quand peut-être quand ils sont dans leur calcul ou quand ils sont au désarroi, oui, il faut le dire, parfois quand ils se retrouvent, je parle des acteurs surtout de l'opposition, quand ils sont au désarroi, c'est là qu'ils se ressaisissent et ils viennent crier, il faut, etc. Et donc c'est-à-dire qu'ils veulent toujours que les choses se fassent selon leur bon vouloir. Non, c'est de la divagation, qu'ils arrêtent de se tromper. Voilà. Ah oui, moi j'ai voulu dire à ce niveau par rapport à la classe politique, sûrement que les gens ont trouvé leur conscience maintenant, ils ont compris qu'il est nécessaire de rentrer dans le bateau de la 5e République et il faut impérativement passer par cette carte-là. Donc je pense que aujourd'hui il faut les féliciter si toute la classe politique, y compris de l'opposition, qui appelle la population à aller se faire recenser. C'est évidemment que tous les Togolais ont compris la nécessité de cette carte dans la nouvelle République, et l'opposition, elle va se préparer parce que les élections municipales n'est pas lâchées dans la 5e République, et c'est ça, aujourd'hui, ce qu'il reste à faire, c'est cette mobilisation. Donc je pense que ils ont trouvé raison, la raison est venue, et moi je les apprécie dans cet élan, c'est une bonne chose. Messieurs, merci. Merci Yao Nkounou d'être passé dans cette émission. Merci à vous, Excellence. Merci à mon co-débatteur, M. Dominique Lacmon. Ça m'a fait plaisir de me retrouver sur le plateau de débat avec vous. Enchanté, vraiment, merci beaucoup pour les échanges. Et surtout, convergence de vues entre vous sur plusieurs sujets. Dominique Lacmon, merci. Oui, merci Samuel. Merci également à mon frère Nkounou. Et c'est un réel plaisir aussi de partager ce plateau avec lui. J'ai dit un bonjour à un ami qui suit fidèlement l'émission. Souvent, quand il ne me voit pas, il me demande s'il y a quoi et tout ça. C'est mon ami Edjao. Edjao Katin, depuis dans les plateaux, que je lui dis un bonjour, et sûrement qu'il est en train de nous suivre. Bon week-end à lui. Permettez-moi également de dire un bonjour à tous les bureaux, à tous les membres sympathisants du ton de la jeunesse patriotique. Je leur envoie un bonjour, un bon week-end à eux tous. Et merci à vous tous d'être restés à notre compagnie pour suivre Le Monde en 7. On se retrouve le samedi prochain. Merci.